et à tous, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022 et je suis enchanté d'être avec vous pour cette nouvelle édition du live de TV Finance. Le live qui se poursuit, on poursuit nos programmes et désormais il est temps d'ouvrir notre page économie avec notre invité Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et on va commencer avec vous. La thématique aujourd'hui sera une thématique énergétique. Je rappelle qu'à ce sujet, la semaine prochaine pour notre deuxième émission, j'ai oublié son... Venez, on va s'expliquer. Le thème sera effectivement l'énergie. Donc voilà, en préambule de cette deuxième phase, nous allons parler d'énergie et du fonds Vanguard, le géant de l'investissement, plus de 7 milliards d'actifs sous gestion, qui a décidé de sortir d'une alliance, qui était destinée à lutter contre le changement climatique. Philippe, quelles sont les raisons qui ont poussé le fonds Vanguard à sortir de l'alliance NZAM ? Alors, je dirais que l'annonce est une surprise, une vraie surprise, mais qui coïncide avec des rumeurs de dissension concernant la façon dont le grand rival BlackRock gère ses, je crois, aujourd'hui autour de 8 500 milliards d'actifs. C'était 10 000 milliards en début d'année, mais entre-temps, on a eu le krach obligataire et la baisse des marchés. Vanguard, c'est la taille un tout petit peu en dessous, mais c'est quand même 7 000 milliards, comme vous l'avez rappelé. Et quand l'année n'est pas très bonne et qu'il y a un seul des 11 secteurs d'activité qui finit l'année en hausse et qui est l'énergie, et que par conviction ESG la foi dans la décarbonation de la planète, vous n'êtes pas investi sur le seul secteur qui vous aurait permis de limiter la casse, il y a un moment, c'est un peu le pragmatisme, on se dit, est-ce bien raisonnable de délester les portefeuilles de tous les énergéticiens, les groupes pétroliers, les groupes gaziers, charbonniers, j'en parle pas, et de proche en proche, vous éliminez aussi les cimentiers, et puis peut-être à un moment les groupes chimiques, et puis finalement vous finissez par ne plus avoir grand-chose dans le portefeuille, et c'était bien dommage en cette année 2022 où on voit que le coût du gaz et des carburants, même si ça a un peu rebaissé, ça reste extrêmement rentable pour ceux qui les exploitent. Donc si je comprends bien, en fait, Vanguard quitte cette alliance juste pour performer en fait en 2023 et bénéficier de la hausse qui devrait être continue du secteur de l'énergie. Ça me paraît être l'explication la plus plausible. Je n'imagine pas à aucun moment le comité de gestion Vanguard en disant finalement la décarbonation c'est du bullshit. Vous pouvez lire des études plus récentes que celles qui ont déterminé le début de cette lutte contre le carbone et qui date d'il y a presque 20 ans. Depuis, on a développé des modèles beaucoup plus performants et peut-être même beaucoup plus pertinents et qui mettent en doute le fait que le carbone soit effectivement la raison de tous nos maux. Pour l'instant, les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Donc, je crois que vous ne pouvez pas prendre le risque aujourd'hui de vous faire critiquer de toutes parts, de heurter les sensibilités écologiques en disant que la lutte contre le carbone, c'est peut-être pas quelque chose qui sera poursuivi le jour où on aura peut-être déterminé que le réchauffement de la planète provient d'un autre secteur. Donc actuellement, politiquement, vous ne pouvez dire que il faut rééquilibrer un petit peu les portefeuilles.
parce que si vous excluez l'énergie, évidemment, vous sous-performez. Mais alors, dans ces cas-là, vous avez évoqué très rapidement le cas de BlackRock. BlackRock qui fait partie également de cette alliance NZAM. Vous pensez que BlackRock pourrait à son tour sortir de cette alliance pour délivrer du rendement à ses investisseurs ? Alors là, pour que BlackRock sorte de NZAM, il faudrait d'abord sortir Larry Fink. Parce que il incarne presque à lui tout seul la lutte de la finance, la lutte positive de la finance contre le carbone. Il en est vraiment un fer de lance. Ses déclarations vont toutes dans ce sens et les recommandations qu'il donne sont sans ambiguïté. BlackRock ne finance plus des grands groupes émetteurs de CO2, donc s'il y a des émissions obligataires, BlackRock n'en fait pas partie. Les titres sont exclus des portefeuilles, en tout cas les plus polluants. Et si vous voulez, BlackRock, c'est un tel titan que quand vous apprenez que BlackRock n'achètera plus une action pétrolière, etc., vous n'y allez pas. C'est un peu comme Warren Buffett. Quand Warren Buffett dit « moi, j'achète de l'Apple » et Apple représente 50% de son portefeuille, vous n'avez pas un gérant au monde qui se dit je vais pas faire comme Warren Buffett. Donc je mets du BlackRock dans le portefeuille, je mets du Coca-Cola dans le portefeuille. Et puis Warren Buffett, lui, par contre, il a mis de l'Occidental Petroleum dans son portefeuille. Donc lui, il n'est pas complètement décarboné. Alors que Larry Fink, lui, c'est hors de question, évidemment, de mettre du Occidental Petroleum. Et le résultat, c'est que BlackRock, notamment au niveau du compartiment action, sous-performe la plupart de ses grands rivaux, qui ont été moins radicaux dans la décarbonation de leur portefeuille, de leur liste de titres. Pourtant, on dit que la transition écologique va coûter très cher, donc on imagine que ça va bénéficier aux sociétés labellisées verts, j'imagine. BlackRock était dans tous les dossiers verts. L'hydrogène vert, l'éolien. Alors, là, maintenant, cet hiver, on se rend compte à quel point l'éolien est décevant. Et moi, je suis ce secteur-là depuis des années, et je peux vous assurer que des périodes décevantes pour l'éolien, on en a déjà connu beaucoup. C'est-à-dire des conditions anticycloniques, vous voyez le gros couvercle d'air froid complètement stable, où il n'y a pas une éolienne qui tourne. Et hier, dans l'est de la France, elles étaient carrément à l'arrêt. Et en plus de ça, elles étaient lestées, vous voyez, par les pluies verglaçantes. Donc là, je peux dire que les pales n'étaient pas prêtes de tourner. Et l'hiver, ça survient souvent, ces conditions d'air froid et stable. Et c'est le moment où on a le plus besoin d'énergie. C'est le moment où on aurait le plus besoin que ces éoliennes tournent comme des ventilateurs. BlackRock, lui, a privilégié évidemment les entreprises de ce secteur. Alors ça pose un autre problème, c'est que la plupart des composants des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, tout ça, ça vient de Chine. Donc quelque part, quand BlackRock veut absolument participer à la décarbonation et à tout ce qui est énergie alternative, quelque part, ça fait les affaires de la Chine, puisque pratiquement tous les métaux que vous avez dans une éolienne ou dans un panneau photovoltaïque, tout vient de Chine. Donc, ça fait même pas, si vous voulez, travailler l'Amérique, ça ne fait pas travailler l'Europe. Les seuls qui y gagnent, évidemment, ce sont les installateurs. Mais bon, voilà, c'est un one-shot. Et puis les cimentiers qui vont mettre entre 800 et 1000 tonnes de béton au pied de l'éolienne. Mais grosso modo, ça ne donne pas du travail de façon récurrente, ni à l'Europe, ni aux États-Unis. Donc là aussi, c'est des choix qui pourraient finir par apparaître contestables aux yeux des actionnaires, parce que ça ne donne pas de boulot aux Américains, c'est clair. Alors que
Alors que les exploitants de pétrole, ceux qui construisent des gazoducs, du pipeline, là, ça donne bien des jobs aux Américains. Alors, vous parlez pétrole. Le 5 décembre dernier, l'Europe a réussi à se mettre d'accord pour plafonner le prix du pétrole russe à 60 $. Par contre, les décisionnaires européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le plafonnement du gaz russe en Europe. Pourquoi, Philippe ? Alors, on va commencer déjà par cette histoire de plafonnement à 60. Bon, aujourd'hui, le pétrole est à 80 et un peu plus, même pour le Brent coté à Londres. Donc, on se dit, ah bah alors là, 60, là, les Russes, on les contraint à nous faire des soldes. Bon, quand ça a été décidé, le baril était à moins de 75. Et en fait, 60, c'était le prix où la Russie le vendait à l'Inde, à la Chine, etc. Donc, on va dire que l'alignement s'est fait quasiment sur le prix médian du pétrole, qui va bien à tout le monde. Parce qu'à 60, les Russes sont ultra rentables, évidemment. À 60, ça vaut le coup de l'extraire aux États-Unis, malgré tout. Alors, c'est sûr qu'on est mieux à 70 et mieux encore à 80. Mais bon, même jusqu'à 60, le shale oil reste rentable. Voilà. Donc ce prix de 60 est, si j'ose dire, un prix très étudié et qui ne nuit à personne. Oui, mais sur le prix du gaz, Philippe, sur le gaz, oui. Et alors justement, j'y viens. Le prix du gaz, en revanche, est beaucoup plus volatile que le prix du pétrole. Là, on n'est pas sur une fourchette 60-90, on est sur une fourchette 60-400. Et très très vite, si on plafonne le prix du gaz, mettons, je sais pas, on va prendre l'indice 100, alors qu'aujourd'hui on serait à 80, à 100, c'est sûr que la Russie cessera complètement d'exporter son gaz. Et les Allemands ont comme hantise le manque de disponibilité de la ressource. Autrement dit, le message, c'est que l'Allemagne, qui n'est pas d'accord pour plafonner le prix du gaz, parce qu'il faut donner le nom, hein, c'est quand même l'Allemagne, ils préfèrent payer, même si on passe la barre des 100 et qu'on doit payer 150, 200, les Allemands ne veulent pas manquer de ressources, ils veulent pas connaître les coupures de courant, ils veulent pas être obligés d'arrêter des industries alors que ça ne serait pas le moment de le faire. Je rappelle d'ailleurs que l'Allemagne consacre un très gros budget à partir de 2023 au réarmement. Donc il va falloir refabriquer des chars, etc. Il va falloir de la sidérurgie. Si on dit, au-delà de l'indice 100, on n'achète plus de gaz, les usines d'armement vont s'arrêter. Et voilà, les Allemands, je crois qu'ils ne veulent pas de ça. Le pétrole, après tout, ils en sont d'accord et quelque part, on peut en trouver auprès d'autres fournisseurs. Le gaz, c'est beaucoup plus délicat. Le Qatar, aujourd'hui, nous fournit déjà le maximum de GNL qu'il peut produire. L'Australie, qui est, je crois, le numéro 2 au monde pour le GNL. L'Australie, c'est tellement loin que si vous importez du gaz liquéfié, ça vous coûte une fortune en transport. Le Canada, il vend tout aux États-Unis, donc vous n'obtiendrez pas 1 mètre cube de gaz du Canada. Voilà, qu'est-ce qui reste ? Il reste effectivement les États-Unis. Mais les États-Unis, le gaz, le GNL est beaucoup plus cher que le gaz qui vient de Russie, naturellement. C'est de l'ordre de 1 à 4. Donc, si vous voyez, si les Allemands se disent, si nous, on est prêt à acheter du GNL américain à un prix prohibitif, et qu'on décide de se priver du gaz russe parce qu'il aurait simplement doublé, ça c'est complètement illogique aussi. On ne peut pas dire d'un côté, j'accepte de payer x4 et de l'autre, à 150, j'arrête. Très clair. Juste, on a bientôt fini votre interview, Philippe, et je vous rappelle que de toute façon, on vous retrouvera mercredi prochain dans notre deuxième édition de notre émission Venez, on va s'expliquer, consacrée au secteur de l'énergie. Philippe, dernière question. Vous disiez que on a des problèmes énergétiques en ce moment en Europe. Il y a une crise énergétique. Hier, les Américains ont communiqué sur le fait qu'ils arrivaient désormais à fusionner des atomes, ce qui permet de libérer une quantité d'énergie extraordinaire. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que le coût de production de cette énergie est inférieur à son coût de vente. Du coup,
Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça peut être, est-ce que c'est une réelle alternative en fait, en réalité, ou finalement c'est un simple effet d'annonce? Je rappelle que dans le Sud-Ouest, la France construit une usine un peu similaire. Quand est-ce que déjà pourra être commercialisée cette technologie, Philippe? Alors, cette technologie, elle est encore, on va dire, au niveau théorique. On est capable de construire ce qu'on appelle des espèces de tokamaks, hein, dans lequel on fait apparaître un plasma que l'on confine par des électroéléments extrêmement puissants, puisque le plasma, lui, je ne sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça se chiffrerait en millions de degrés. Et les Américains sont parvenus à obtenir un rendement positif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis de l'énergie dans cette machine, qu'on a généré le plasma, on a réussi à extraire plus d'énergie qu'il en a fallu pour contenir ce plasma. Alors donc, à partir du moment où on ressort plus d'énergie qu'on en a injecté, forcément, c'est le miracle et c'est rentable. C'est une technologie qui existe sur le papier et en tant que concept depuis 50 ans. Alors, les premiers appareils dont on espérait effectivement mesurer une production d'énergie supérieure à la consommation, ça fait déjà 20 ans. Et on nous disait il va falloir 50 ans avant que la technologie soit exploitable au niveau industriel. En fait, on n'en sait rien du tout. Le saut technologique, il peut intervenir dans les 10 ou les 15 prochaines années, ou dans 50 ans, ou peut-être jamais, parce qu'on s'apercevra que ce qu'on a mesuré comme production excédentaire, je crois que c'est de l'ordre de 15%, ça vaut peut-être pas le coup, parce qu'il va falloir construire des machines géantes, et que le coût de construction, ça sera peut-être un peu comme les centrales nucléaires, il faudra compter 40 ou 50 ans avant de les amortir. Voilà, tout est possible. Alors, l'effet d'annonce, là, oui, j'en suis d'accord. Les Européens ont abandonné à peu près tous les projets énergétiques, notamment sous la pression des écologistes, hein, puisqu'il n'est pas question de travailler sur quelque chose où l'atome peut intervenir. Pourtant, la fission est considérée comme une énergie quasiment sans déchets. Oui, mais enfin, le risque d'accident, quand on est sur des plasmas à plusieurs millions de degrés, il ne faut pas qu'il y ait d'incident. Hein. Sinon, je pense qu'on a quelque chose de réellement cataclysmique. Donc, l'effet d'annonce pour les Américains, c'est de dire les Européens, ils sont en train de tout abandonner. Et nous, regardez, on est sur le truc et nous, on développe et on obtient des résultats. Et les Chinois, je pense, sont à peu près dans le même état d'esprit. Oui, les Chinois ont communiqué hier aussi également sur le fait que d'ici, alors eux, c'est dans 10 ans qu'ils estiment pouvoir fusionner des atomes. Philippe, je suis désolé de vous couper, mais on n'a plus le temps. De toute façon, je vous rappelle à ceux qui nous suivent et qui vous suivent qu'on vous retrouve mercredi prochain dans notre émission Venez, on va s'expliquer aux alentours de 9h30. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et que vous intervenez régulièrement sur notre antenne. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin. Nous, de notre côté, on marque une rapide pause et ce sera la fin de cette édition du 15 décembre 2022. À tout de suite sur CD Finance.